À l'heure du dîner, sortir un plat tout près du congélateur est un geste d'une incroyable banalité. Aujourd'hui, la moitié de nos repas est composée de nourriture industrielle. Pourtant, depuis quelque temps, cette nourriture est l'objet de tous les doutes. Chèvre acheteuses en Belgique, la crise de la vache folle laisse planer le doute. Animaux malades, aliments contaminés. Les 6 enfants sont toujours hospitalisés. Tous ont consommé des steaks hachés surgelés. Et plus récemment, tromperie sur la viande de nos plats cuisinés. De la viande de cheval utilisée en lieu et place de la viande de bœuf. Conséquence, les consommateurs se méfient de plus en plus de cette nourriture fabriquée par les industriels. On a quand même l'impression d'avoir été trompé par rapport à ce qui est écrit sur les étiquettes, par rapport aux ingrédients. On se dit que voilà, il faut peut-être être un peu plus méfiant. Face à cette défiance, nous allons vous révéler ce que nous mangeons réellement quand nous achetons de la nourriture industrielle. Et comment il est possible de fabriquer des produits toujours plus économiques. Comme par exemple ce hachis parmentier, vendu un peu plus d'1,50 €. Nous avons remonté les filières des producteurs jusqu'à l'assiette du consommateur. Nous sommes allés à la rencontre de ces industriels à qui la grande distribution demande sans cesse de produire toujours moins cher. Bien souvent, les acheteurs veulent une Ferrari au prix d'une Fiat, on va dire. Ça, c'est le gros problème. Et ça, c'est pas possible. Savez-vous qu'une partie de la viande que vous mangez vient d'Allemagne et que là-bas, pour produire moins cher, on emploie des travailleurs étrangers très mal payés? Je découpe 10 000 porcs par jour. Je suis cassé de partout. Savez-vous que pour se fournir au meilleur prix, les industriels ont mis en place des circuits d'approvisionnement très complexes, faisant appel à de multiples intermédiaires? Nous avons réussi à retrouver l'un d'eux et vous découvrirez ainsi comment la viande passe de main en main. On se vend souvent de la viande entre traders, parce qu'on sait qui a les bons clients pour chaque type de viande. Et puis la viande n'est pas le seul produit concerné. Savez-vous qu'on peut également vous vendre un poisson pour un autre? Pour y voir plus clair, nous avons fait tester 28 produits couramment distribués dans les supermarchés. Et le résultat de ces analyses nous a réservé des surprises de taille. Cette viande de bœuf est normalement composée uniquement de viande bovine et de protéines de soja. Et nous, ce que l'on retrouve, c'est également du porc en assez grande quantité. Quand il veut savoir, le consommateur ne peut compter que sur une chose, l'étiquette. C'est elle qui est censée garantir l'origine et la qualité de ce que vous mangez. Mais en plongeant dans les coulisses de l'industrie agroalimentaire, vous découvrirez que cette étiquette se révèle souvent imprécise, incomplète, voire parfois mensongère. Au cours de notre enquête, nous avons contacté de très nombreux fabricants de plats cuisinés et autres produits alimentaires industriels. Ils n'ont pas souhaité nous laisser filmer leur processus de fabrication. Auprès des géants de la distribution, nous avons également trouvé porte close. Après l'affaire de la viande de cheval, certaines enseignes s'étaient engagées à plus de transparence envers leurs clients. Mais pas plus que les autres, celles-là n'ont accepté de nous laisser filmer leur chaîne de production. Il nous a donc fallu frapper à d'autres portes, ailleurs en Europe. Pour comprendre comment les industriels réussissent à fabriquer des plats cuisinés si peu chers, nous nous sommes rendus en Belgique, un pays où l'on produit selon les mêmes méthodes qu'en France. Nous sommes ici chez Wewi, une PME qui emploie une trentaine de salariés. À la tête de cette société, Raphaël Vermeeren, un patron à l'ancienne qui aime garder un œil sur sa production. David, donne-moi une fois les contrôles. Cet industriel, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a accepté de nous livrer quelques-uns de ses secrets de fabrication. T'as compté le nombre de barres de jambon qu'on a pris? Ouais, mais il faut marquer au fur et à mesure pour pas oublier. Outre sa spécialité, les endives au jambon, M. Vermeeren produit ici toutes sortes de plats à base de viande. Par exemple, ce rôti de porc haché accompagné de légumes.
ou encore ses boulettes à la bière, typiquement belges. En tout, une soixantaine de recettes vendues en supermarché sous sa propre marque et celle d'une grande enseigne de distribution. Je vais être impoli, mais il y a d'abord la marque Chef Raphaël, hein, étant donné que je m'appelle Raphaël. Voilà, c'est pas difficile. Ensuite, on a une marque, on travaille en MDD pour Cora. Donc là, on a 9 plats différents pour eux. Ces plats sont vendus entre 3 et 5 € en supermarché. Les distributeurs, eux, les achètent beaucoup moins cher à M. Vermeeren. Chez nous, ça va de 1,90 €, 1,90 €, excusez-moi, jusqu'à 3,50 €. Pour faire vivre sa société, l'industriel doit dégager une marge d'environ 20% sur ses produits. Alors, lorsqu'il élabore ses recettes, il est bien obligé de faire des choix. Prête. Et d'abord, faire très attention aux quantités. On va vite essayer d'élaborer un plat parce que j'ai un client qui veut une carbonade à 3 €. La carbonade, c'est une spécialité belge, une sorte de bœuf bourguignon, mijoté non pas au vin, mais dans une sauce à la bière. Le client veut sa viande accompagnée de carottes et d'une purée. Et surtout, il veut dépenser 3 € et pas un centime de plus. Donc on va travailler sur un plat qui va être plus ou moins 350 grammes. On va leur mettre 120 grammes de viande. Monsieur Vermeeren est capable d'estimer instantanément ses coûts de production et le prix de chacun de ses ingrédients. Pour préserver sa marge, il sait que ce plat devra lui coûter 2,40 € maximum. Ouais, ça fait une belle quantité. Dans ce plat cuisiné, le bœuf ne va représenter qu'un tiers du poids total. Mais avec ses 120 grammes, l'industriel a déjà dépensé la moitié de son budget. Alors derrière, le moindre détail va compter. Montre-moi une fois le plat. Ouais, c'est plus joli comme ça. Peut-être mettre un petit peu de persil au-dessus, sur les carottes ou pas? Ça fait un manutentionnaire en plus. Ouais, non, on va laisser comme ça. Parce que... Ajouter une simple feuille de persil, cela suffirait à dépasser le budget pour ce plat qui lui revient finalement à 2,37 €. Avec sa marge, il va pouvoir le vendre 3 €. Mais que se passe-t-il si son client décide d'acheter encore moins cher? Dans ce cas-là, M. Vermeeren a une solution évidente. Pour diminuer le prix du plat, on peut descendre le poids de la viande cuite à 75 grammes au lieu de 120, ce que j'avais calculé au départ, ce qui va faire que vous allez faire une économie d'échelle de plus ou moins 40 centimes. C'est la première technique des industriels pour faire baisser le prix de leurs plats cuisinés. Moins de viande et plus de sauce ou plus de légumes, c'est une façon de faire des économies. Mais ça n'est pas la seule. Il est également possible de sous-traiter certaines étapes de la fabrication pour gagner du temps. La recette de M. Vermeeren nécessite une viande très tendre. Pour l'obtenir, il lui faut du personnel pour la cuire pendant des heures. Et une fois prête à l'emploi, cette viande lui revient à 9 € du kilo. Mais il existe des fournisseurs qui vendent des viandes pré-cuites moins chères. L'industriel en a commandé un échantillon pour se faire une idée. Le produit qu'il vient de recevoir lui permettrait de diminuer son coût de revient de 15%. En fait, il va vite comprendre comment le fournisseur s'est débrouillé pour produire une viande si économique. Elle est dure, hein. C'est pas cuit, hein. Mais non, mais regarde, c'est juste ce colorant. Ils ont mis du colorant dedans et c'est pas repris sur l'étiquette. Du colorant alimentaire qui a manifestement été rajouté pour donner l'illusion que la viande était cuite à point, alors qu'en réalité, elle ne l'est quasiment pas. Pour gagner quelques cents, on décide de sauter une étape ou deux. Mais en fin de compte, le résultat final, si vous prenez ce morceau-ci, voilà, il n'y a personne qui sait manger ça, quoi, c'est impossible. Ça, par exemple, c'est ce qu'utilisent les gros industriels, ce genre de matière première? C'est ce qui est vendu couramment sur le marché. Plutôt que d'utiliser ce produit, M. Vermeeren préfère continuer à cuire sa viande lui-même. Alors, s'il doit diminuer encore la facture de son plat cuisiné, c'est sur le prix de la viande crue qu'il va devoir jouer. Pour réaliser ses recettes, il a dans son frigo différentes viandes de bœuf, plus ou moins coûteuses. Et la plus économique pour les industriels, c'est la viande déjà hachée. Ça, ce sont les produits que vous retrouvez dans les lasagnes, dans les hamburgers.
Les taches blanches que l'on aperçoit dans ce sachet, c'est du gras mélangé à la viande. Cette préparation hachée prête à l'emploi, les industriels appellent cela du minerai. C'est la matière première la plus fréquemment utilisée dans les plats cuisinés au bœuf. Mais de quoi est réellement composé ce minerai? Pour comprendre comment l'on obtient cette préparation de viande hachée, nous nous sommes rendus en Auvergne, dans cet abattoir. Lorsque ces vaches charolaises accomplissent les derniers mètres qui les mènent à l'abattage, elles pèsent en moyenne 800 kilos. Une fois désossées, il ne restera environ que 300 kilos de viande exploitable. Le challenge de M. Marie, le directeur de cet abattoir, c'est de gagner sa vie avec ces carcasses. Un défi compliqué, car toutes les parties de l'animal ne se valent pas. Loin de là. On a globalement les morceaux nobles qui sont sur la partie arrière, donc on a la cuisse et le dos, et puis on a les morceaux de la partie avant qui sont plutôt des muscles à cuisson lente, qui sont moins consommés par les Français. Les morceaux les plus consommés par les Français sont situés sur la partie arrière de l'animal. Ils sont rapides à cuisiner sous forme de steak ou de rôti, et ils rapportent davantage. Donc ça c'est la partie train de côte, c'est-à-dire c'est là où on fait les côtes de bœuf quand on laisse l'os. Si on enlève l'os, ça devient l'entrecôte. Voilà. Après on a le faux filet, donc morceau à griller bien sûr. Le filet de bœuf dans son état. Tous ces morceaux, M. Marie les vend entre 15 et 25 € le kilo. Mais pour rentabiliser au maximum cette carcasse, il doit aussi écouler tous les autres muscles de l'animal, moins nobles, ceux de la partie avant notamment. À la tronçonneuse, l'avant de l'animal est séparé de l'arrière. Et c'est sous cette forme que ces parties avant vont être vendues par M. Marie, environ 3 € le kilo, à des industriels de l'agroalimentaire. Cette partie avant des carcasses, la partie la moins noble, c'est elle qui va former le fameux minerai, la matière première des steaks hachés et des plats préparés. Un minerai fabriqué ici, dans une autre entreprise, celle de Jean Meunier. Ces ouvriers découpent les avants pour en extraire tous les morceaux consommables. Ce mélange de viande, c'est ce qui constitue le fameux minerai. Donc ça, c'est votre minerai? Oui, absolument. Donc c'est ce qui est utilisé pour le bistec haché. Ce sont des colliers, des jumeaux, des plats de côte, des basses-côtes même, qui vont dans ces viandes-là. Tout le contenu de ces bacs va donc être haché. Il s'agit de viande française haut de gamme, la charolaise. Résultat, le minerai de Jean Meunier coûte entre 5,50 € et 6 € le kilo. C'est déjà 3 à 4 fois moins cher que les meilleurs morceaux de la vache. Mais pour certains industriels qui utilisent du minerai pour leurs plats cuisinés à base de viande, c'est trop onéreux. Surtout qu'il existe sur le marché du minerai bien moins cher. C'est ce que nous avons découvert en nous procurant plusieurs devis de minerai proposés aux industriels par leurs fournisseurs de viande. Sur ce premier devis, par exemple, 2 minerais différents. L'un coûte 4,70 € le kilo. L'autre, à la ligne en dessous, est proposé à 4,40 €, 30 centimes de moins. Sur ce second devis, le minerai est encore moins cher, seulement 3,90 € du kilo. Comment les fournisseurs de viande parviennent-ils à produire ces minerais à des prix discount? La réponse, c'est René Laporte qui va nous la donner. C'est un expert consultant dans le commerce et l'industrie de la viande. Il nous emmène chez un boucher parisien. Tiens, bonjour Serge. Serge Caillot. Ça va bien? Ça va et toi? Grâce à lui, il va nous montrer comment on fabrique les minerais les moins chers. Pour faire baisser les prix, les industriels jouent sur la qualité des ingrédients qu'ils utilisent. Par exemple, les 2 extrémités de cette pièce de viande. Ces morceaux-là, bon, poseraient des problèmes à la cuisson. Ils sont peut-être un peu plus durs aussi en bout.
L'entame n'est pas jolie et ces morceaux vont donc dans le minerai. Ces morceaux-là, moins nobles, moins tendres et moins chers, on appelle cela les affranchis. En les utilisant, les fournisseurs font baisser le prix de leur minerai, vendu alors autour de 4 € le kilo. Ça n'a pas la même valeur, pourquoi? Parce que ce sont des coupes qu'on ne peut pas vendre commercialement, comme le cœur du muscle. Donc il y a une valeur moindre. Et il y a encore moins cher sur le marché de la viande. Une catégorie de minerais composée avec des parties beaucoup moins appétissantes de l'animal. Alors ça, c'est le dessous de tranche que je vais vous enlever en les aponevroses. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez les aponevroses? Voilà. Ça, ce que ce que vous enlevez là, c'est de voilà, l'aponévrose. c'est de l'aponévrose. D'accord. C'est les nerfs. Parce que communément, on appelle les nerfs, qui sont les peaux qui enrobent les muscles. Pourquoi vous retirez le gras et l'aponévrose? C'est-à-dire le gras et l'aponévrose, si vous faites cuire un steak avec ça, à part si vous avez des dents en acier, il va rester dur. Et vous ne retournez pas chez votre boucher, quoi. Chez un boucher comme Serge Caillot, ces aponévroses sont invendables. Je vais vous faire voir que souvent l'industriel, parce qu'ils sont, voilà. Mais pour les industriels, elles peuvent servir. Voilà comment ils les découpent. Sur les nerfs, ils laissent un peu de viande. Ce sont des chutes de découpe. Mais vous en faites quoi de ça? Non, mais moi, ça, je le fais pas chez moi. C'est cela, nerfs, gras et un peu de viande, qui composent certains minerais. Une matière première de très mauvaise qualité, mais bien moins coûteuse, qui va ensuite être hachée. Ça veut dire que les minerais les moins chers sont faits avec des chutes de découpe comme ça, c'est ça? Les minerais les moins chers, oui, à 2 € le kilo, même pas, c'est ça. Ces minerais à bas coût servent à fabriquer la plupart de nos plats cuisinés à base de viande. Auteur d'un livre sur les coulisses de cette industrie, René Laporte va nous apprendre à reconnaître le type de viande utilisée dans les produits que nous achetons. Il y a d'abord celui que l'on vous vend tel quel, sous forme de steak haché. Là, qu'est-ce que j'achète quand j'achète ce produit? Vous achetez donc des steaks hachés, 100% muscle. Il y a le logo ici qui l'atteste. Sur l'emballage des steaks hachés, quand il y a ce logo V, cela signifie que le minerai utilisé est 100% viande, pur muscle. Mais sur les plats cuisinés, pas le moindre logo V. Dans ce cas, il y a de grandes chances que le minerai utilisé contienne des morceaux de viande moins nobles, mais aussi du gras et des nerfs. Vous pouvez être certain, a priori, que vous n'achetez pas de la viande 100% muscle, sauf si c'était 100% muscle, je pense que le fabricant l'indiquerait. Lorsqu'ils utilisent dans leurs plats cuisinés de la viande de qualité inférieure, les industriels se gardent bien de le préciser sur l'étiquette. Ça n'est pas la seule information qu'ils omettent de nous donner. L'autre indication qui figure rarement sur les emballages, c'est l'origine de la viande, le pays où elle a été achetée. Il y a par exemple un aliment dont nous ne connaissons pas toujours la provenance. C'est le jambon blanc. L'élevage de porc, c'est une vieille tradition en France. Alors nous pensons naïvement que notre jambon vient toujours de nos régions. Est-ce que c'est français? Fabriqué en France, avec de la viande issue d'élevage de porc rigoureusement sélectionné dans l'Union européenne. L'Union européenne? Ouais, j'allais vous dire, c'est quand même bizarre. Enfin, faut bien lire, quoi. Parce que vous lisez ça comme ça, vous dites « Ah, c'est fait en France !» Non. En réalité, lorsqu'un porc a été élevé, abattu et transformé en France, c'est précisé sur l'étiquette par le label VPF, viande de porc française. Mais dans le rayon, une bonne partie des jambons ne comporte pas cette mention. Il ne s'agit pas d'un oubli. Cela signifie tout simplement que la viande est importée. Fabriqué en France avec de la viande issue d'élevage de porc rigoureusement sélectionné dans l'Union européenne. Mais quel pays? On ne sait pas. Nous importons notre viande de porc depuis un pays en particulier. Un pays qui casse les prix en sacrifiant les salaires et les conditions de travail de ses ouvriers. Il ne s'agit pas de la Roumanie ou de la Bulgarie. Ce pays se trouve en fait juste à notre frontière.
Ce pays, c'est l'Allemagne. Il est devenu le principal exportateur de porc en Europe. Une industrie porcine particulièrement développée dans le nord du pays, dans la région de Basse-Saxe. La viande produite ici coûte en moyenne 10% moins cher qu'en France. Cette compétitivité, la région la doit avant tout à ses abattoirs qui découpent et transforment chaque année près de 8 millions de porcs. L'un des plus importants ici appartient à l'entreprise Danish Crown, une société que nous avons sollicitée à plusieurs reprises lors de notre enquête, toujours sans succès. J'ai juste quelques questions à poser. Juste 5 minutes. Je sais ce que vous voulez, mais c'est non. Pourquoi? Parce que les chefs m'ont dit non. Voici à quoi ressemblent les salles de découpe à l'intérieur de cet abattoir. Ce qui frappe, c'est que c'est un travail à la chaîne, nécessitant énormément de main-d'œuvre. Les coulisses de cet abattoir, Alex Tobben les connaît parfaitement. Il a longtemps été l'un des cadres de Danish Crown. Il s'y occupait des exportations. Il nous explique que pour obtenir le meilleur rendement possible, la découpe de porc nécessite beaucoup d'ouvriers qui effectuent des gestes très précis. Tout est fait à la chaîne. Chaque ouvrier ne coupe qu'un seul morceau, toujours le même. Il n'a qu'un seul geste à faire. Combien de pièces comme ça doivent-ils couper par jour? Chaque ouvrier peut aller jusqu'à 12 000 pièces par jour. Le salaire des ouvriers, c'est un des coûts les plus importants dans la viande de porc. Près de la moitié du prix de revient. Le tour de force des abattoirs allemands est d'avoir très nettement réduit ce coût en imposant aux ouvriers des salaires dérisoires. Les salaires sont toujours plus bas. On parle de 3,50 €, 4,50 € par heure. C'est possible en Allemagne? Oui, c'est exactement le problème de ces contrats. Ici, c'est tout à fait légal. En France, ces salariés gagneraient plus de 10 € de l'heure. Mais en Allemagne, contrairement à chez nous, il n'y a aucun salaire minimum imposé pour ce type de travail. Ainsi, le porc allemand coûte très peu cher à produire. Plus compétitif que le nôtre, il s'exporte très bien en France. D'autant que les industriels allemands ont trouvé un moyen supplémentaire de faire baisser leurs coûts. Vous parlez allemand? Non, je suis polonais. Bonjour, vous parlez allemand? Non, anglais. Vous parlez anglais? Vous êtes d'où? De Roumanie. Les Roumains représentent la majorité de ces salariés. Ils sont recrutés en groupe pour des contrats de travail de plusieurs mois et sont logés collectivement dans des foyers au confort sommaire. Pour savoir comment ils jugent leurs conditions de travail, le seul moyen est de les filmer à leur insu. Je découpe 10 000 porcs par jour. Je suis cassé de partout. Mais je reste parce qu'en Roumanie, je gagnais 300, 400 € par mois maximum. Et ici, en Allemagne, je gagne jusqu'à 1 000 € par mois. 1 000 € par mois, mais au prix de 10 heures de travail par jour, 6 jours sur 7. Et le plus étonnant, c'est que Danish Crown n'a même pas besoin de recruter elle-même cette main-d'œuvre docile et bon marché. L'abattoir sous-traite tous ses contrats à des entreprises d'Europe de l'Est qui arrivent directement avec leurs salariés et réalisent le travail clé en main. Ces sociétés intermédiaires seraient ainsi une vingtaine, mais difficile d'en savoir plus sur elles. Celle-ci, par exemple, est installée dans un pavillon d'habitation et elle est identifiée par un simple papier scotché sur la porte. Quant à ses responsables, ils n'ont pas très envie de nous parler. Bonjour, vous travaillez pour SR Service? Dégage, toi. Espèce de fouille-merde. Casse-toi. Tu vas avoir des problèmes, tu comprends? Il est en train de nous insulter. Grâce à ces sociétés sous-traitantes, les abattoirs allemands sont parmi les plus compétitifs en Europe. Et le pays est devenu un très gros fournisseur pour les industriels. Selon Alex Tobben, l'ancien cadre de Danish Crown, des porcs sont même envoyés de toute l'Europe pour être abattus ici. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il est moins cher d'envoyer des porcs se faire découper en Allemagne et de rapporter ensuite la viande que de la découper soi-même. Aujourd'hui, le commerce de la viande s'est entièrement mondialisé.
Les industriels n'hésitent pas à aller chercher leurs matières premières aux quatre coins de la planète. Pour cela, le marché s'est organisé avec des circuits d'approvisionnement très complexes. Et pour les alimenter, des intermédiaires capables de dénicher les meilleurs prix, où que ce soit dans le monde. Lors de la crise du cheval, nous avons découvert une profession dont personne ou presque n'avait jamais entendu parler. À l'origine de la fraude se trouverait un mystérieux trader de viande. Un intermédiaire par lequel les industriels passent pour se fournir au meilleur prix. Qui sont ces traders aujourd'hui montrés du doigt? Et comment s'y prennent-ils pour trouver la viande la moins chère? Lors de notre enquête, nous en avons contacté des dizaines dans toute l'Europe. Un seul a accepté de s'exprimer. À Northampton, dans le centre de l'Angleterre, l'un de ces traders de viande nous a ouvert ses portes. Cela fait plus de 10 ans que Grant Murdoch est dans ce business. Il va nous apporter un témoignage inédit sur les circuits étonnants qu'emprunte la viande que nous mangeons. Grant est à la tête de sa propre société, montée avec un associé qui n'est autre que son père, Sandy. Dans leur famille, on est trader de père en fils. Une tradition initiée il y a près d'un siècle par l'arrière-grand-père de Grant. Leur principale activité consiste à acheter d'importants stocks de viande qu'ils proposent ensuite à des grossistes ou à des industriels, en empochant au passage un bénéfice. De la viande qui vient généralement de très loin. Nous, on achète essentiellement de la viande en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Elle part du port de Santos, près de Sao Paulo. On achète aussi à Montevideo, en Uruguay, et à Buenos Aires, en Argentine. La viande est ensuite livrée aux Pays-Bas, en Italie et un peu au Royaume-Uni. Grant et son père achètent jusqu'à 10 000 tonnes de viande par an. Essentiellement de la volaille et du bœuf. Alors comment une cargaison de viande peut-elle plusieurs fois changer de main, voire de pays, avant d'arriver jusqu'à l'assiette du consommateur? Démonstration. Ce matin, les Murdoch ont reçu une proposition pour du bœuf. Celle-ci n'émane pas d'un abattoir, mais d'un autre trader aux Pays-Bas, qui n'arrive pas à écouler son stock acheté il y a plusieurs semaines. On reçoit souvent ce genre de propositions. Ils disent « Voici ce qu'on a en stock. Pouvez-vous regarder et nous trouver un acheteur pour ça ?» C'est ainsi que la viande circule. Parmi les marchandises à écouler, il y a toutes sortes de pièces de bœuf surgelées achetées en Amérique du Sud. Et notamment 12 tonnes de filet, la meilleure partie de l'animal. Le problème, c'est que le vendeur espère en obtenir un peu plus de 15 € du kilo. Un prix que Grant et Sandy jugent irréaliste. C'est très cher, je trouve. Oui, c'est très au-dessus du prix du marché. Parce que ça, tout le monde en a en ce moment. Grant sait qu'en ce moment, il y a sur le marché beaucoup d'offres de filets de bœuf en provenance de différents pays. Et pas tellement de demandes. En tout cas, pas des industriels avec lesquels lui travaille habituellement. Il va donc s'adresser à un autre intermédiaire, un trader tout comme lui. Ça va, Mike? Les affaires, ça marche en ce moment? Grant l'appelle parce qu'il sait que ce trader a des clients qui sont toujours intéressés par ce genre de morceaux. Seul bémol, il va négocier à la baisse le prix d'achat. Seulement 13,50 € du kilo. Ok, ça me va. Je t'envoie une offre. Le premier vendeur perdra finalement 20 000 € dans l'affaire. Mais selon Grant, il sera malgré tout heureux de se débarrasser de son stock de viande. Et lui-même aura mérité sa commission d'intermédiaire. Le fait que la transaction se fasse à la baisse ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre part à l'affaire. Mais je vais évidemment prendre en considération le fait que le gars perd de l'argent. Donc je vais être raisonnable sur ma commission. Vous allez lui demander combien? Comme ce n'est pas un très bon deal, je pourrais par exemple lui demander 10 centimes du kilo. Et lui va probablement me répondre 5 centimes.
Une commission qui représentera pour le trader entre 600 et 1200 € gagnés grâce à un simple coup de fil. Voilà comment, uniquement par téléphone, des tonnes de viande changent chaque jour de propriétaire. Jouer sur la qualité de la viande. L'acheter au bout du monde, quitte à multiplier les intermédiaires. Tout est bon pour faire baisser la facture de cette viande présente dans nos plats cuisinés. Une course effrénée vers le moins cher qui conduit parfois à des dérapages. Dans l'affaire de la viande de cheval, l'un des maillons de la chaîne a changé les étiquettes en cours de route. Et à l'arrivée, ce qu'on pensait être du bœuf était en réalité une autre viande. Nous nous sommes demandé si cette affaire était un cas isolé ou s'il était courant que les étiquettes nous mentent. Nous nous sommes intéressés à des produits vendus en supermarché. Des produits de toutes marques, vendus dans diverses enseignes, à tous les prix. En tout, 28 produits aussi bien à base de viande que de poisson. Nous avons cherché à savoir ce qu'ils contenaient réellement. Analyser ces produits, c'est la mission que nous avons confiée à un laboratoire indépendant, Adgen. Il est très sollicité en ce moment par des organismes de contrôle et des industriels de l'agroalimentaire. Car ici, la spécialité, c'est la biologie moléculaire. Autrement dit, la recherche d'ADN sur les plantes comme sur les animaux. J'ai des échantillons plein les bras. Très pour bien. des tests ADN. Parfait. Ok. Je vous demande de me suivre en salle de réception. On va tout de suite regarder. C'est cette recherche ADN que nous leur avons demandé sur notre panel de 28 produits. Wow. Chaque ingrédient, viande ou poisson présent dans ces plats, a un ADN spécifique que l'on peut identifier. C'est un peu comme sa carte d'identité. Pas un animal n'a la même. Seulement, pour analyser l'ADN, il faut l'extraire des aliments. Et c'est un processus complexe. Chaque produit passe d'abord au mixeur. Un broyage ultra puissant. Il en résulte un mélange homogène, versé dans ces microtubes. Ensuite, les cellules des aliments sont cassées afin d'en extraire l'ADN. Puis, l'ingénieur responsable des analyses décèle les différentes espèces animales en analysant la taille des fragments d'ADN à l'aide de cette machine. Les analyses sont longues. Elles prennent 3 jours et elles vont révéler bien des surprises. Ceux qui vont nous livrer les résultats de ces tests, ce sont Louis-Marie Roch, le directeur technique du laboratoire depuis 10 ans, et l'ingénieur en biologie Renaud Cassier. D'abord, premier constat, la très grande majorité des produits testés est conforme aux promesses de leurs étiquettes. Même si parfois c'est étonnant. Par exemple, cette terrine. Sur l'emballage, il est spécifié qu'elle est au foie de volaille. Pourtant, lorsque l'on regarde l'étiquetage, c'est la gorge de porc qui arrive en premier. Du porc, ingrédient principal d'une terrine au foie de volaille. Sur l'étiquette, c'est bien mentionné. Mais dans quelle proportion exactement? Les analyses du laboratoire sont formelles. Il y a plus de 60% de porc dans ce pot. C'est surprenant, mais c'est tout à fait légal. Le consommateur l'ignore souvent, mais une terrine de foie de volaille ne doit contenir au minimum que 25% de foie de volaille. Ce produit est donc conforme. Mais il y a plus étrange. Sur certains articles testés, les quantités de viande retrouvées sont très éloignées des proportions indiquées sur l'étiquette. Ces lasagnes sont censées contenir 9,92% de viande de bœuf, alors que dans le produit analysé, le laboratoire en a retrouvé à peine 3%. Nous avons contacté l'industriel pour comprendre cette différence. Étonnamment, il sait parfaitement qu'il n'y a pas à l'arrivée dans son produit la quantité indiquée sur l'emballage. 10% cru, on peut récupérer un 5% cuit. Ah bon? Ah mais oui, je vous dis là, l'eau s'évapore et la matière grasse, qui est quand même une matière grasse animale, se retrouve dans la sauce.
Mais ça induit en erreur le consommateur quand même, parce que le consommateur, s'il se retrouve avec 5% de viande alors qu'il pensait en avoir 10%, c'est pas exactement la même chose. Mais ça, c'est réglementaire, monsieur. Vous pourriez le marquer à côté, hein, enfin quelque part sur l'étiquette, qu'une fois cuit, c'est plus 10%, mais c'est 5 ou 6%. En effet, c'est une piste d'amélioration, mais qui n'est pas obligatoire. D'accord. Au final, notre interlocuteur reconnaît que l'étiquette de son produit est imprécise, qu'il pourrait y remédier, mais que rien ne l'y oblige. Au revoir. Des quantités parfois imprécises. Mais nos tests ont révélé des anomalies plus surprenantes et totalement inattendues. Des ingrédients qui ne sont pas mentionnés sur les étiquettes et qui sont pourtant bien présents dans les produits. C'est le cas avec ces cheeseburgers. Alors, ceci, le principal problème, c'est que nous avons détecté, en plus du bœuf, une espèce animale que nous n'avons pas pu identifier. Autrement dit, une espèce animale qui ne fait pas partie de la liste des 24 animaux que nous sommes capables au jour d'aujourd'hui de détecter et d'identifier. Le labo en est sûr. Il y a en très faible quantité une autre viande que celle de bœuf. Mais l'animal reste non identifié et donc impossible à quantifier. En tout cas, ce n'est ni du canard, ni du chat, ni du chevreuil, encore moins de la dinde. Bref, l'animal ne fait pas partie des 24 espèces les plus connues répertoriées dans leur base de données. Peut-être de la perdrix, de la caille, du kangourou, du bison. Au jour d'aujourd'hui, nous ne le savons pas. L'usine qui fabrique ce produit, la voici. Nous avons contacté son porte-parole. Par mail, il précise que tout au long de la chaîne de transformation, la marque respecte des procédures qualité strictes et rigoureuses. Il reconnaît néanmoins que l'on peut trouver des quantités infinitésimales d'ADN d'autres espèces animales, apportées par l'environnement sous forme de traces dans l'air, l'eau ou les surfaces, mais non ajoutées volontairement dans le produit. Quant au supermarché qui vend ces cheeseburgers fabriqués par son prestataire, il n'a pas répondu à nos questions. Des traces d'autres animaux que ceux mentionnés sur les étiquettes, il y en a également dans ce plat. Des lasagnes 100% pur bœuf que nous avons fait tester. Cette fois, les ingénieurs les ont clairement identifiées. Il s'agit de très petites traces de porc. A priori, une quantité négligeable, mais suffisante pour que l'entreprise concernée prenne cela au sérieux. Elle tient à jouer la transparence. Les résultats de nos tests en main, nous nous rendons en région parisienne, au laboratoire du groupe Nestlé, qui commercialise ces lasagnes. Je vous ai amené un rapport d'essai d'un laboratoire qui a fait des tests ADN sur... Nous informons le directeur qualité, Frédéric De Bruyne, de nos résultats. Pour lui, cette présence de porc en toute petite quantité, ça n'est pas une fraude. Vu les quantités en jeu, on parle, nous, plutôt de contamination croisée. Ça peut être... c'est des choses qui sont infimes par rapport à... C'est pas des mélanges de viande, il n'y a pas de la matière, c'est vraiment des traces. Une contamination croisée, cela veut dire que sur une chaîne de production peut-être mal nettoyée, la fabrication d'un produit à base de porc a laissé des traces. Des traces qui sont venues s'ajouter à la fabrication du produit suivant, lui, à base de viande de bœuf. En tout cas, les autorités européennes et françaises considèrent qu'en dessous de 1%, ces traces ne sont pas une infraction. Seulement, avec notre série de tests, nous n'avons pas trouvé que des traces de porc dans des plats cuisinés censés ne contenir que du bœuf. Sur un produit de notre échantillon, le laboratoire nous a fait une incroyable révélation. Cela concerne ces cheeseburgers, un produit premier prix fabriqué par un industriel pour le compte d'un hypermarché. Sur l'étiquette, il est bien précisé que la viande, c'est du bœuf. Et pourtant, sur le produit que nous avons testé, nous avons retrouvé sur le steak haché 16% de porc, sur un cheese supposé contenir majoritairement du bœuf. Il n'est plus question de traces. Le laboratoire a fait les analyses une seconde fois et a confirmé le résultat. Cette présence d'ADN de porc est incontestable, bien visible sur ce relevé d'analyse. Dans cette colonne, l'ADN de porc est matérialisé par ces deux traits nets en bleu. L'usine qui a fabriqué le produit concerné, la voici. Elle n'a pas voulu nous accorder d'interview.
Mais nous avons joint l'un de ses responsables au téléphone. Sa première réaction est là encore d'invoquer une contamination croisée. Alors il y a du porc à hauteur de 16%. Voilà. Il se peut malheureusement qu'il y ait des contaminations croisées d'une espèce à l'autre. Ça c'est tout à fait possible. Quoi. Donc, mais ça, une contamination croisée, ça serait en fait si c'était au stade de trace. Non. Non ? Non. Non. Ça veut dire qu'il peut y avoir une quantité importante de porc dans le cheeseburger par contamination croisée. Inférieur à 1%, on parle de traces. Supérieur à 1%, on parle de contamination croisée ou de contamination fortuite. Maintenant, au cas particulier, oui, c'est possible. C'est possible qu'on ait des choses comme ça. Suite à notre appel, le fabricant et le distributeur ont pris l'affaire au sérieux. Ils ont eux aussi procédé à des tests sur d'autres échantillons. Des tests négatifs. Difficile donc d'y voir clair. Cela voudrait dire que dans un même lot, une partie des produits peut être conforme et une autre non. Des anomalies en cascade, des étiquettes parfois trompeuses. L'industrie alimentaire aurait-elle oublié de tirer les leçons de l'affaire de la viande de cheval? Pourtant, ce scandale a fait perdre beaucoup d'argent aux professionnels. Résultat, certains tentent coûte que coûte aujourd'hui de regagner la confiance des consommateurs. Parmi les dirigeants d'entreprises victimes de la fraude au cheval, un seul a accepté de nous rencontrer. Il s'agit du patron des surgelés Picard, Philippe Pose. Quand l'affaire a éclaté, il a dû retirer environ 30 000 barquettes de plats cuisinés de ses rayons. Pour lui, cette affaire était inimaginable. Personne ne pensait, mais qui que ce soit, en France ou à l'étranger, que des gens pouvaient être truandés et pouvaient mettre du cheval à la place du bœuf. Mais personne. C'est-à-dire que vous, jamais vous vous êtes dit, un jour, un fournisseur pourrait nous mettre une autre viande à la place du bœuf, non ? Non. Un excès de confiance qui a coûté très cher à son entreprise. Depuis début février, M. Pose a vu son chiffre d'affaires sur les ventes de plats cuisinés diminuer de façon très sensible. C'est vrai que sur les plats cuisinés à base de bœuf, on a perdu entre 35 et 40% de volume. Ça a été un coup dur pour votre boîte ? Bien sûr que c'est un coup dur pour une boîte. Mais vous savez, ce n'est pas pour la boîte, c'est pour la filière du surgelé. Bien sûr que c'est pour l'entreprise, mais c'est pour la filière complète et c'est pour l'alimentation des Français. Nous, on se veut être garant de ce que quand on dit on vend tel produit, c'est tel produit que le client doit retrouver dans son assiette. Pour faire revenir ses clients, M. Pose a pris un engagement. Son enseigne ne vendra plus de plats cuisinés à base de bœuf sans les avoir testés au préalable. Des contrôles que M. Pose a également étendus à d'autres produits qui représentent 20% de son chiffre d'affaires, les poissons. Il a pris cette décision car il redoute d'être touché par une nouvelle fraude. Une fraude qui a commencé à s'étendre un peu partout sur la planète. L'alerte a été lancée il y a tout juste 2 mois, aux États-Unis. Et maintenant, un avertissement à tous ceux qui aiment le poisson. Celui que vous achetez n'est peut-être pas celui que vous croyez. Une fois sur 3 aux États-Unis, quand vous achetez du poisson, ce n'est pas le bon. On parle de fraude au poisson. Depuis le mois de février, les États-Unis sont secoués par ce nouveau scandale alimentaire. Lorsqu'il achète du poisson, le consommateur américain se voit régulièrement floué, sans doute depuis des années. Une fraude massive qui concernerait des milliers de restaurants et de supermarchés. Pour comprendre comment une telle tromperie est possible, nous avons rendez-vous sur le marché aux poissons de Washington. Kim Warner est une scientifique spécialiste de la mer. C'est elle qui a dénoncé ce scandale. Et j'ai une question. Que signifie cette étiquette? Celui-là vient de la baie de Chesapeake. Oui, mais il y a différents numéros. Oui, parce qu'il y en a qui viennent d'autres endroits. C'est un poisson traçable, c'est bien. Kim travaille pour une ONG qui milite pour la protection des océans. La traçabilité des poissons, c'est l'un de ses chevaux de bataille.
La scientifique a découvert qu'il était extrêmement facile de duper le consommateur en échangeant certaines espèces de poissons, notamment lorsque ceux-ci sont vendus sous forme de filets. Pour nous le prouver, elle va en acheter quelques-uns. Vous me donnez un petit filet de cabillaud, s'il vous plaît, et aussi du panga. Elle va acheter 6 poissons différents, qu'elle va ensuite rapporter à son bureau, situé à quelques blocs de là. En plein centre-ville de Washington, c'est ici que se trouve le siège d'Oceana. Kim va nous démontrer comment certains poissons très recherchés sont régulièrement remplacés sur les étalages ou au restaurant par des espèces beaucoup moins haut de gamme. Première option, remplacer un poisson sauvage comme ce saumon par son équivalent issu de l'élevage. Et voici le saumon d'élevage. Ce saumon d'élevage coûte 2 fois moins cher que le saumon sauvage. Comme vous voyez, il y a une différence de couleur entre les deux. Mais souvent, ils ajoutent des colorants pour que le saumon d'élevage soit plus rouge. Ça, c'est du cabillaud. Parfois, les deux espèces échangées n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ainsi, ce cabillaud pêché dans l'Atlantique est souvent remplacé par du panga, un poisson d'eau douce élevé en Asie de manière industrielle. Ce poisson, 40% moins cher que le cabillaud, a une chair très similaire. Et une fois cuisiné, la supercherie est indétectable. Une fois cuits avec une bonne sauce, ils ont tous les deux le même goût. Autre méthode de fraude, la plus imparable. Elle permet par exemple de faire passer du tilapia, un poisson d'eau douce assez banal, pour du vivano rouge, un poisson de l'Atlantique très prisé aux États-Unis. Comme nous, les Américains raffolent des restaurants japonais où l'on mange des sushis à base de petites portions de poissons crus. Une fois découpés, aucune différence, si ce n'est le prix, du simple au double. Là, c'est le tilapia. Comme ça, c'est très dur de les différencier. Restait à mesurer l'ampleur de la fraude. Pour cela, l'ONG a commencé par collecter des centaines d'échantillons de poissons dans des supermarchés et des restaurants à travers tous les États-Unis. On a récolté plus de 1200 échantillons dans 21 États. On a testé 14 très grandes agglomérations. C'est une des plus vastes études jamais menées dans ce domaine. Kim et ses collègues ont ensuite soumis ces échantillons à des analyses d'ADN. Le résultat a dépassé tout ce qu'ils s'étaient imaginé. Voilà quelques-uns des résultats de nos tests ADN. On a surligné en jaune tous les résultats qui ne correspondaient pas à l'étiquette du poisson. Il a l'air d'y avoir beaucoup de résultats en jaune. Oui, absolument. Sur les 1200 poissons testés, l'ONG a découvert qu'environ 400 étaient vendus sous de faux noms, soit un tiers. Des substitutions dont la motivation était évidente. Il y a un avantage économique flagrant à vendre du poisson d'élevage pour du poisson sauvage. On peut donc garantir qu'ils changent les étiquettes dans ce but. Vous pensez que ça a lieu ailleurs ou c'est propre aux États-Unis ? Non, malheureusement, les preuves indiquent que partout où l'on vend et où on achète du poisson, il y a une opportunité pour ce genre de fraude. Aucun pays n'échapperait donc à cette fraude. Pas même le nôtre. À Marseille, les scientifiques de la répression des fraudes ont l'occasion de le constater fréquemment. C'est dans ce laboratoire que sont envoyés les poissons prélevés partout en France par les enquêteurs. Alors ici, vous avez les échantillons qui sont en attente d'analyse. La mission de Frédéric Saltron et de ses équipes est de déterminer si les espèces vendues sont bien les bonnes, qu'il s'agisse de filets
ou de plats cuisinés. Ce sont des échantillons qui sont prélevés de manière aléatoire? Alors ces échantillons-là sont prélevés en fonction de la couverture du marché par les enquêteurs de la CCRF, de la répression des fraudes. Donc ça peut être prélevé à la fois dans la grande distribution, sur du vrac chez des poissonniers, et évidemment les prélèvements vont représenter ce qui se vend le plus. Plus une espèce est consommée, plus elle mérite donc d'être surveillée. Par exemple, ce jour-là, les techniciens du laboratoire ont testé un sachet de filet de loup de mer surgelé. Ils ont eu la surprise d'y découvrir un second poisson. Et ça, c'est un échantillon de loup de mer, et ça, c'est du brosme. Donc là, en l'occurrence, il était censé y avoir quoi dans ces filets de poisson? Du loup de mer, uniquement du loup de mer. L'échantillon s'appelait filet de loup de mer. A priori, difficile de confondre le brosme avec le loup de mer. Mais un professionnel pourrait avoir été tenté de compléter son stock ni vu ni connu avec ce poisson 2 fois moins cher. En fait, là, ça doit être... ils avaient du loup de mer et du brosme, peut-être pas assez de loup de mer pour fournir la demande, donc ils ont mis du brosme avec. Un poisson pour un autre, cela n'arrive pas qu'au laboratoire de la répression des fraudes. Dans les tests que nous avons effectués sur notre panel de produits, là aussi un intrus s'est glissé, dans ces raviolis au saumon fumé. Alors que l'étiquetage prévoit la présence de saumon fumé à hauteur de 1,5%, nous avons détecté autre chose que du saumon. C'est-à-dire ? Un poisson que nous ne sommes pas en mesure d'identifier aujourd'hui, mais nous sommes sûrs qu'il y a bien présence de poissons autres que saumon dans cet échantillon. Le saumon existe bien dans le produit, mais il n'est pas le seul poisson. C'est ce qu'on voit sur leur ordinateur, ces petites lignes bleues. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Et celle-ci sont caractéristiques du saumon. D'accord. Restent ces deux bandes-là. Ces deux bandes-là, qui sont plus faibles? Qui sont plus faibles en intensité. Mais qu'on voit bien quand même. Mais qui apparaissent très très nettement. Donc là, ce ne seraient pas des traces, puisqu'elles apparaissent nettement. Oui, ce serait un peu plus que de la trace. Ce n'est pas la même quantité que le saumon, clairement, mais cela apparaît comme étant plus important qu'une trace. Ce poisson est non identifié. Comme pour la viande, c'est une espèce qui ne figure pas parmi les 24 poissons les plus courants répertoriés dans la base de données du laboratoire. Alors, nous avons interrogé le fabricant. Par mail, il nous a dit avoir procédé à ses propres tests sur d'autres échantillons. Des tests qui, selon lui, sont négatifs. Là encore, cela voudrait dire que ce second poisson non identifié ne serait présent que dans une partie du lot. Face à de possibles substitutions de poissons, les industriels tentent de prendre les devants. La marque Picard, par exemple, inspecte les poissons qu'elle reçoit avant qu'ils n'entrent en production. Une spécialiste scrute même des échantillons afin de détecter une éventuelle fraude. Quant aux plats cuisinés à base de poissons, commercialisés par l'enseigne et qu'elle ne fabrique pas elle-même, désormais, la marque procède aussi à des tests ADN. Elle prévoit d'en faire 600 cette année. Des tests qui vont lui coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une petite partie de ce coût, environ 7 à 8 centimes, sera répercutée sur le prix de vente des produits. Des plats préparés un peu plus chers, mais au final, l'enseigne l'espère, des clients qui seront enfin rassurés.